bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons discuter bijoux personnalisés et enfants. L'idée que vous allez découvrir, elle s'appelle Happy Bull. Elle vient d'une maman qui avait envie d'immortaliser les fabuleux dessins de ses enfants et de les porter autour du cou. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Caillet, l'époux de la maman en question, et qui est lui aussi cofondateur de cette incroyable, vous allez le découvrir, aventure entrepreneuriale. Bonjour Jérôme, avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril. Écoute, tout d'abord, je suis très heureux que tu m'accueilles. Je m'appelle Jérôme, j'ai Jérôme Caillet, j'ai bientôt 45 ans. Je suis papa de 3 petites filles de 11 ans, 9 ans et 6 ans. Aujourd'hui, on vit à Lacanoville, près de Lacanau Océan, avec Dorothée, mon épouse. Et nous sommes tous les deux les cofondateurs d'happybull.com. Très bien. Donc, avant que nous ne parlons d'Happy Bull et de cette aventure avec ta femme Dorothée, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, est-ce que tu es un ingénieur, est-ce que tu es un commercial ? Tu as fait quoi comme études ? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique, comme tu vas pouvoir le remarquer. En fait j'ai fait des études scientifiques de biologie qui m'ont amené à une maîtrise d'océanographie. D'accord. À partir de là, parce qu'à l'époque je faisais du surf, donc j'adorais l'océan, ça m'a guidé naturellement vers l'océanographie. J'ai fait ma maîtrise en Angleterre. Ouais. C'était une époque formidable. Après, c'est à partir de là où j'ai commencé à m'interroger sur mon avenir. Il m'a semblé quand même que les débouchés dans ce domaine étaient très limités. Il y avait la place était prise par le commandant Cousteau à l'époque. Et ensuite, c'était les grands groupes pétrolifères en fait, qui employaient ce type de profil pour aller faire des carottages dans les océans pour trouver du pétrole. Donc je me suis réorienté. J'ai fait à ce moment-là l'IESA, l'Institut d'études supérieures de l'audiovisuel. J'ai fait une formation de 1 an en web design. C'était où ? C'était à Paris. À Paris. Ouais. C'était à Paris et à la suite de quoi j'ai recherché un travail et je suis tombé sur une offre d'emploi de Cdiscount à l'époque, qui était une jeune start-up à Mérignac, près de Bordeaux. Donc là, tu quittes Paris, tu viens t'installer à Mérignac. Exactement. Chez Cdiscount, ta mission, c'est quoi ? Alors moi, je suis employé à Cdiscount. Je suis recruté en tant que graphiste, puisque j'ai un diplôme de web designer. Donc c'était drôle parce qu'à l'époque, c'était la grande mode de Flash. Ouais. Donc là, on est en quelle année ? Là, on est en 2000. D'accord. On est en 2000, donc j'étais un flasher en fait. J'ai été recruté, c'était l'un des frères Charles en personne qui m'a fait passer mon entretien. Il y avait combien de personnes à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, c'était le tout début, c'était en 2000, on était une quarantaine. On était une quarantaine. Le siège était à Mérignac, les entrepôts étaient accolés au bureau. Les semi-remorques faisaient déjà la queue le long de l'entrepôt. Ouais. Les frères Charles donc cherchaient de nouveaux bâtiments pour nous accueillir. Donc c'était une jeune start-up. On était en francs encore à l'époque. Ça explosait littéralement. On faisait que battre des records. C'était la croissance exponentielle, quoi. Et c'était un Eldorado incroyable. Une entreprise dans laquelle, une start-up, moi j'ai vécu ça de l'intérieur, c'était inouï en fait, la croissance de cette entreprise. Et sa métamorphose en interne. Donc moi j'ai pu tirer mon épingle du jeu. J'avais un profil à la base scientifique, donc j'avais un côté un petit peu, on va dire, j'étais un peu un maniaque de l'organisation, etc. Donc j'ai pu apporter certaines choses. Ça m'a fait progresser dans l'entreprise jusqu'aux 10 ans plus tard. Je dirigeais les services création et les studios photo avec une équipe d'environ 40 graphistes et photographes, quoi. Alors, parce que donc on comprend que tu y es resté 10 ans. Qu'est-ce que tu retiens alors, tu as un regard qui est celui du créa, en fait, plus qu'autre chose. Mais je pense que le business, il était au quotidien dans ton boulot. Comment tu qualifierais, en fait, cette évolution de Cdiscount sur les 10 ans pendant lesquels tu l'as accompagné ? Qu'est-ce qui est symptomatique ? Qu'est-ce que tu retiens ? Alors, moi, mon expérience en interne, par rapport à moi, ce que je retiens, c'est que quand on est une jeune personne et qu'on a son premier job dans une entreprise telle que Cdiscount à cette époque-là, les opportunités sont immenses. Donc moi, je n'ai fait que surfer sur cette vague.
à force d'apporter des idées et d'essayer de structurer cette entreprise, ou en tout cas le service, parce que moi j'étais recruté au service création. Le service création était en fer de lance, parce qu'à l'époque on faisait des sites, c'était surtout de l'image en fait. Et donc on était complètement couplé avec l'équipe commerciale. On travaillait main dans la main pour produire les images du site, animer le site et tous les supports de communication. Il fallait créer des plannings, il fallait pour produire tous les jours faire une nouvelle homepage, pour envoyer les newsletters, etc. Et donc petit à petit, moi j'ai apporté, on va dire, de l'organisation. Donc ce qui m'a fait passer très vite responsable de l'équipe graphiste, puis directeur du service. L'organisation que tu mentionnes, en fait, elle est nécessaire, évidemment, j'imagine, pour gérer les équipes, mais aussi pour gérer la relation avec les autres services, et plus particulièrement le service commercial. Oui. Donc c'est une entreprise qui était, qui se transformait très très vite. Donc ça recrutait énormément de monde, donc il fallait intégrer toutes ces personnes. Et puis l'entreprise se structurait en interne, donc au début avec un embryon de service RH, une équipe commerciale qui sourçait de la marchandise, puisqu'à l'époque les frères Charles ont commencé avec juste des CD, puis des DVD, etc. Donc après on a recruté donc des équipes commerciales pour l'électroménager, pour le prêt-à-porter, pour les jeux vidéo, etc. quoi. C'était facile la relation avec ces équipes de sourcing justement, ou c'était quoi, comment ça fonctionnait? Parce que quelque part ils ont des besoins de promotion, ils disent tiens, il faut que tu mettes ça en avant, et toi tu as des exigences de design. Est-ce que parfois c'était un peu compliqué de gérer les... C'était fou, c'est-à-dire qu'en fait c'était une espèce d'effervescence permanente, une ébullition. Les équipes étaient complètement euphoriques et dopées par la performance en fait des chiffres. Donc ça nous faisait tous tourner la tête un petit peu. Les commerciaux voulaient toujours se battre pour mettre leur offre en avant. C'était celui qui serait le plus haut sur la homepage, celui qui serait au-dessus de la ligne de flottaison. Donc déjà lors des réunions, ça s'empoignait ferme pour savoir qui avait la meilleure offre. Et puis nous, on subissait une pression monstrueuse puisqu'il fallait mettre à jour la homepage du site en permanence. Et que cette homepage, vu qu'on recrutait sans cesse de nouvelles équipes commerciales pour élargir le catalogue, cette homepage ne faisait qu'augmenter. Alors elle augmentait verticalement, puisque les écrans se scrollent à la verticale. Et nous, ça nous faisait produire toujours plus d'images, produire la homepage de ces discounts. Pour la petite histoire, en interne, on appelait ça à l'époque le porte-avions. Donc on avait un langage un peu guerrier. Donc c'était notre porte-avions, la homepage. Après il y avait les homepage catégories, etc. Tout ça demandait beaucoup de création graphique. Oui, donc c'était un peu la foire d'empoigne tous les jours pour qui sera sur la homepage, qui partira en newsletter, etc. Tu as vécu aussi la croissance de l'entreprise de façon très physique, parce que je pense que quand tu es arrivé, vous étiez 40, quand tu es parti 10 ans plus tard, vous deviez être... Franchement, je ne sais plus trop centaines. combien on était. Ouais, il y avait des prestataires. Et vous n'étiez plus dans les mêmes locaux, vous avez déménagé oui, plusieurs fois? On a déménagé plusieurs fois. Donc, quand je suis arrivé, on était au parc Kennedy à Mérignac en 2000. Ensuite, on a déménagé à Saint-Jean-d'Iac, donc on s'est encore plus éloigné de Bordeaux. Et enfin, ensuite, on est arrivé cours de l'intendance à Bordeaux, donc juste à côté du Grand Théâtre. Je ne sais pas si tu connais, dans des bureaux type haussmannien, dans carrément un hôtel particulier. Donc c'était assez extraordinaire, avec une cour intérieure, avec une verrière. L'endroit idéal en fait pour croître et asseoir notre hégémonie. Tu as vécu l'intégration de ces discounts dans le groupe Casino? Casino a pris une participation d'emblée majoritaire, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, au moment où j'arrivais, moi, dans les années 99-2000. Donc il a pris 60%. Et après, oui, je sais qu'après, petit à petit, Casino a racheté encore par la suite, jusqu'au départ des frères Charles, à peu près en même temps que moi d'ailleurs, en 2010. D'accord. Après 2010, tu changes de projet professionnel. Tu vas pas du tout chez Happy Bull tout de suite.
tu passes chez Cultura, c'est ça? Exactement. C'est quoi ce changement? En fait, qu'est-ce qui te motive finalement à sortir de cette incroyable aventure qu'est Cdiscount, et qui l'est toujours aujourd'hui quelque part, pour aller chez Cultura? Alors, pour la petite histoire, j'ai eu une petite période de 1 an entre Cultura et Cdiscount. Je vais te raconter ça de suite. En tout cas, ce qui a motivé mon départ de Cdiscount, bon, ça faisait 10 ans que j'étais dans cette entreprise. Je dirigeais un service formidable, le service création, avec des équipes formidables. L'entreprise était ultra structurée. Casino avait envoyé des pointures en interne. C'était plus du tout la même boîte. On n'ouvrait plus trop le champagne le soir des soldes à minuit. On se déplaçait pas plus forcément en trottinette dans les couloirs. Ça déconnait un peu moins. On commençait à se prendre au sérieux. Et puis moi j'ai eu envie de rejoindre l'aventure familiale de mon père en fait à ce moment-là. C'est un peu la crise de la quarantaine si tu veux. Donc mon père est viticulteur dans le Bordeaux et un petit viticulteur, et donc je me suis mis en tête de reprendre son exploitation. Une espèce de crise comme ça m'a pris un été, donc j'ai démissionné de Cdiscount, j'ai fait une formation à l'ENITA de gestionnaire de domaine viticole pendant 1 an, et j'ai tenté l'aventure. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. C'est un métier hors norme. C'est vraiment un métier de passionné. C'est un métier très très ingrat. Donc j'ai aidé mon papa en fait à mettre un peu les choses au propre dans son entreprise, et je suis très vite reparti dans le digital. Voilà. D'accord. Ça a duré une parenthèse de 1 an, mais qui m'a beaucoup appris en gestion. Voilà. Et ensuite, donc je suis retourné sur le marché du travail. Attends, avant que tu ne retournes, comme tu le dis, sur le marché du travail, restons 2 secondes sur cette crise de la quarantaine qui t'a fait retourner près du business familial, le business viticole. Effectivement, on l'imagine bien, un type de business qui nécessite un niveau d'expertise. Enfin, je comprends. Tu nous dis, ça m'a appris beaucoup surtout en termes de gestion. Je m'arrête 2 secondes dessus parce que même si c'est court à l'échelle du temps, je pense que c'est quand même un apprentissage, ces apprentissages-là, qui va te resservir quelques années plus tard dans l'aventure Happy Bull. Enfin, tu vas me confirmer. C'est exactement ça. Ouais. Tu peux être un tout petit peu plus précis dans le détail. Qu'est-ce que tu as appris en termes de gestion? C'est quoi, en fait, ce que tu as découvert dans l'entreprise familiale qui, quelques années plus tard, te sert encore? Alors c'est simple, 10 ans à Cdiscount, j'ai appris ce que c'était qu'être un manager. Voilà, manager une équipe et côtoyer des équipes commerciales et différents services, voir comment était structurée une entreprise de l'intérieur. Ensuite, quand j'ai fait mon Master 2 à l'ENITA de Bordeaux, j'ai appris de façon académique à gérer une entreprise, notamment une entreprise agricole ou viticole, j'ai appris les fondamentaux, c'est-à-dire la partie juridique, ce que c'est qu'une structure juridique, les différents types d'entreprises, SAS, SARL, SCEA ou SCI. J'ai appris à lire un bilan, à faire un audit financier. Avant cela, j'avais aucune idée de comment on lisait un bilan, comment on lisait un compte de résultat, comment c'était structuré, comment ça fonctionnait en fait. Voilà, j'en avais aucune idée. Quand je suis arrivé sur l'exploitation familiale de mon père, il y avait plusieurs structures juridiques, comme dans un peu toutes les exploitations viticoles. Il y a une SCEA qui exploite la vigne, il y a un GFA qui est propriétaire du foncier sur lequel on fait pousser la vigne, il y a des SCI qui construisent les bâtiments et les chais. Et tout ça fonctionne ensemble. Donc j'ai réalisé un audit financier de toute la structure juridique, donc j'ai carrément expérimenté et mis en pratique ce que j'avais appris à l'ENITA. Et tout cela... C'était un travail de travaux pratiques finalement. Exactement. J'ai pris tous les bilans de toutes les sociétés sur les 3 années précédentes pour essayer de voir un peu la situation qui, comme beaucoup de viticulteurs dans le Bordelais, était très difficile, très tendue, surtout en termes de trésorerie et d'endettement en fait. Voilà, et donc j'ai appris à prendre des décisions radicales aussi pour assainir la situation. Tout ça avec une relation très conflictuelle avec mon papa qui, lui, avait repris le vignoble de son propre père. Donc un peu, c'était une filiation, et lui, avec qui ça a été dur d'accepter effectivement de renoncer à certaines choses. Mais en fait, voilà, en 1 an, c'est incroyable ce que ça m'a appris. Et la maturité que ça m'a fait prendre aussi, l'humilité que ça m'a fait prendre aussi par rapport
aux 10 ans où j'avais passé à Cdiscount, où on avait l'impression d'être le roi du monde. D'être des rockstars un petit peu. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, merci pour ce témoignage. Donc, tu repars dans une aventure salariée traditionnelle. Et là, tu arrives chez Cultura. Voilà. Qu'est-ce que tu arrives pour faire quoi? Dans quel contexte? Alors, Cultura, c'est assez rigolo parce que je m'y suis invité en fait chez Cultura. En fait, à l'époque, ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin de moi. J'habitais Mérignac. C'était une entreprise que j'avais identifiée grâce à mon épouse qui est allée dans les magasins Cultura. Et j'ai remarqué que le site web était en piteux état. Un site web complètement pas du tout à la hauteur en fait, de l'enseigne et de son image. Donc j'ai postulé et j'ai été assez, on va dire, insistant. Et donc j'ai réussi à rencontrer le directeur e-commerce de Cultura, qui m'a rencontré par curiosité. On a déjeuné ensemble et j'ai réussi à le convaincre en fait de me recruter en expliquant ma vision de cultura.com en ligne, ce qu'on devait faire, etc. Il m'a recruté, je pense qu'il ne le regrette pas. Bon, lui, il est parti depuis, mais je pense que Cultura ne le regrette pas. Et ça a été, je suis resté 3 ans et demi, 3 ans formidables en fait, à lancer en fait un site internet pour un retailer physique très classique en fait. Mais comment tu t'y prends? Par où tu commences? Parce que les enjeux, ils sont monstrueux. Il y a à la fois des enjeux de catégorie, il y a des enjeux de navigation, du X, de parcours client, il y a des enjeux d'omnicanalité avec les magasins. Ouais. Par où tu commences? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je n'étais pas le directeur e-commerce. Ouais. D'accord. Le directeur e-commerce donc, venait juste d'arriver et il était justement Cultura. J'imagine à cette époque, avait la volonté très forte d'investir le web. Donc, ils étaient en train de négocier avec des agences pour refondre le site. Donc, c'était un site, comme je te l'ai dit, qui était en piteux état. Donc, ils ont fait passer des agences web et ils ont signé avec une agence, je ne sais plus laquelle, pour faire un site sous Magento. Je suis arrivé à ce moment-là avec le projet qui était pratiquement une page vierge. Et le projet, tu es toujours avec une casquette de créa Je suis rentré là avec, on avait négocié quelque chose en 2 bandes. C'est-à-dire que je rentre avec ma casquette de créa. Et si ça se passe bien, je prends toute l'entité commerciale sous ma coupe. Alors, commercial, ça veut dire quoi? En fait, toutes les équipes de vente, en fait, les managers de vente, c'est-à-dire chaque pôle commercial qui représente chaque catégorie de produits pour Cultura. C'est-à-dire Mais pour le site internet? Pour le site internet. Les équipes de vente sur le site internet, donc celles qui mettent en ligne les produits, donc pour toutes les catégories, le loisir créatif, les beaux-arts, etc. Donc quand tu rentres, t'es créa. Et donc je suis créa et on travaille à partir d'une page vierge donc avec les différentes équipes pour designer le site, faire les templates de chaque page, comment elles seront structurées, écrire les règles de gestion, tout. On part d'une feuille blanche. Voilà. Et puis on passe un site en ligne qui avec c'était une époque incroyable parce que le site était en permanente évolution. On faisait qu'ajouter des fonctionnalités. On l'a lancé de façon très dégradée. Donc il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress. Le site, c'était super excitant parce qu'on faisait que travailler en mode projet. Et donc on a vu le chiffre d'affaires donc exploser de mois en mois et d'année en année. Donc c'était très très gratifiant. Et tu as fini par reprendre la partie commerciale et donc, voilà, comme prévu? Voilà, en fait moi ce que j'avais vendu au départ c'était avoir le rôle de on va dire le même rôle que le directeur e-commerce chez Cdiscount, c'est-à-dire la personne qui chapeaute l'animation commerciale, la partie service créa et la partie commerce vente. Voilà, donc au bout d'un an, j'ai récupéré sous ma responsabilité donc tous les managers des ventes, c'était le nom de ces et tout le service créa. Donc on était une équipe de 25, voilà, pour animer le site, pour le faire vivre, voilà. Donc tout se passe bien, tu es content, tu es confortablement installé dans ton poste. Voilà. La mission que tu t'es vendue, finalement tu leur as proposé du rêve et puis tu es en train de le mettre en œuvre et puis ça déroule et puis les résultats sont là. Et il y a ta femme au milieu de tout ça qui, elle, a peut-être des projets professionnels qui vont venir un petit peu chatouiller les tiens.
Alors exactement, en fait, si j'ai trouvé Cultura, c'est grâce à Dorothée, parce qu'elle était fan de loisirs créatifs. Donc c'est vrai qu'il y a une grande mode. Dorothée était ingénieure au CHU de Bordeaux en génétique. Je crois qu'elle aimait, elle s'ennuyait peut-être un petit peu, elle faisait beaucoup de loisirs créatifs, etc. Donc c'est grâce à elle que j'ai trouvé Cultura et que je me suis intéressé à cet univers-là. Et puis, donc en 2011, donc je venais juste de rentrer à Cultura, elle a l'idée en fait pour immortaliser les dessins de ses enfants, de s'en faire des bijoux. Et donc, les premiers bijoux que Dorothée a fait, c'était donc elle prenait en photo le dessin de ses filles, en l'occurrence de notre première fille. Elle récupérait le tracé du dessin sous Photoshop. Ensuite, elle imprimait le dessin, elle imprimait le tracé du dessin en noir sur un fond coloré. Voilà, par exemple rose. Ensuite, elle découpait ce fond coloré à la taille d'un apprêt en laiton, c'est-à-dire d'une petite médaille. Et par-dessus, elle venait couler une résine. Donc, ça lui faisait un bijou, un pendentif en fait en résine, transparent, bombé. Je vois, j'imagine bien. Voilà, qu'elle pouvait porter en pendentif, qu'elle pouvait confectionner en bracelet ou même en bague. Succès immédiat auprès de ses amis. Auprès de la famille, etc. Je crois que Dorothée... On est en quelle année là ? Là, on est en 2011. 2011. D'accord ? On est en 2011. Moi, je viens juste d'arriver à Cultura. Et là, je découvre que ma femme, en fait, a vraiment l'entrepreneuriat dans le sang. Moi, je pense que je suis plutôt un gestionnaire. Elle, c'est vraiment une entrepreneuse. Et donc, elle me dit comme ça, au bout d'un moment, tiens, je pense que je vais me faire un petit site internet. Écoute, tu me crois si tu le veux. Mais parce qu'il y a la famille et les amis qui disent tu veux pas m'en faire pour. Je te file le dessin de mes enfants, tu veux pas m'en faire un ? C'était exactement ça. Ouais. Voilà, c'était exactement ça. Devant l'engouement, elle s'est dit tiens, je vais peut-être proposer ça sur le web en fait, quoi. Un soir, je suis parti jouer au poker. Je suis rentré à 2h du matin. Elle était devant son PC, livide, et elle venait de se créer un site internet sur un CMS à l'époque qui s'appelait Jimdo. Elle avait fait ses premières fiches produits. C'était incroyable. Elle avait travaillé toute la nuit, quoi. Écoute, ça, c'était en novembre 2011. Et fin décembre, ce petit site avait déjà réalisé 2000 euros de chiffre d'affaires. Alors, je ne sais pas si ça parle aux gens, mais quand un site arrive sur Internet, avant qu'il soit référencé par Google, avant que les gens puissent le trouver naturellement, il se passe du temps. Mais là... C'est quoi ? C'est bouche à oreille ? Non, alors je pense que le concept est tellement niche que le peu de personnes qui devaient, si tu veux, taper des mots-clés type bijoux, dessin d'enfant, notre site devait remonter. Voilà. Et donc, elle a fait, je ne sais plus combien de commandes, mais je me rappelle de ça, c'est 2000 euros de chiffre d'affaires. Moi, si tu veux, non seulement j'ai halluciné, mais j'ai complètement compris en fait, qu'elle venait de mettre en ligne en fait, quelque chose qui manquait sur Internet. Voilà. Quelque chose dont les gens avaient besoin. Voilà. Et donc, je me suis mis au service de Dorothée en tant que graphiste pour créer toutes ces fiches produits. Voilà. Je prenais. Donc, tu lui fais un beau site en fait. Alors, franchement, elle s'est débrouillée toute seule pour faire son site, encore une fois, avec un CMS en ligne qui était gratuit. Moi, je me suis mis à son service pour faire les fiches produits, c'est-à-dire les visuels. Parce qu'il fallait que les gens, sur chacun de ces bijoux, bracelets, pendentifs, bagues, etc., il fallait que les gens puissent choisir la couleur, puissent se figurer un peu le rendu, etc. Donc, on prenait des photos, mais après, je les retouchais sur Photoshop pour faire des incrustations de dessins, pour que les gens puissent comprendre en fait, et visualiser le bijou fini. Voilà. Donc là, il y a une bonne complémentarité des savoir-faire finalement entre vous deux. Et puis donc elle fait ses 2000 euros, ses deux premiers 1000 euros. Et puis là, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Comment, en quelques mots, comment sur la première, oui peut-être la première année, comment les choses évoluent pour Happy Bull ? Alors, le nom, il existe déjà d'ailleurs. Alors, Dorothée, à ce moment-là, a inventé le nom de son entreprise. Donc, elle a appelé ce site Happy Bull. Donc, on a déposé la marque sur l'INPI, etc. On a acheté le nom de domaine, bien évidemment. Elle a fait son CMS. On arrive en 2012. On a tous les deux des activités salariées.
Elle continue à être au CHU de Bordeaux. Continue à être au CHU. Moi, je suis chez Cultura. Je fais des heures assez hallucinantes Et d'ailleurs. vous avez 2 enfants. Et on a 2 enfants. Dorothée, et les commandes tombent. Elles n'arrêtent pas. Dorothée achète une nouvelle machine, une machine à badge. Alors attends, la machine, tu n'en as pas parlé. Elle avait déjà une machine? Non, en fait, au début, donc, elle faisait, comme je te l'ai dit, des bijoux en résine. Okay, c'était hallucinant. Dorothée, elle mettait son réveil la nuit pour aller voir ses bijoux avec la résine en train de sécher. Et en fait, la résine, pendant que la résine sèche, il y a des bulles d'air qui se forment et qui remontent à la surface. Si tu les crèves pas, le bijou est fichu. Okay. Donc elle mettait son réveil la nuit, elle venait crever toutes les petites bulles d'air, etc. Le lendemain, elle se réveillait, il y avait quelques bijoux qui étaient fichus. Elle pleurait, il fallait recommencer, c'était horrible. Bref, donc elle a voulu se diversifier et lancer des produits plus faciles à confectionner. Voilà. Et donc elle a lancé des badges, donc avec une presse à badge. Donc c'est vraiment le b.a.-ba des petits produits que tu peux faire. Donc elle a investi, elle m'a demandé mon accord parce qu'à l'époque c'était un investissement, donc c'était une machine qui devait coûter 100 €. Bon bref, voilà. Nous on était une petite famille assez modeste, quoi. Donc 100 €. Est-ce que je lui ai dit vas-y fonce. Donc elle a commencé à faire des badges, moi je faisais les fiches produits, et puis 2012, on travaille tous les soirs à enrichir le site, améliorer son référencement. Moi je me forme au SEO, et tous les soirs on confectionne des bijoux, voilà, on les emballe. Donc là la production est plus simple avec ce nouvel appareil. On continue de vendre de la résine, on n'arrête pas d'augmenter le catalogue au niveau de la résine. Elle industrialise un petit peu les process au niveau de la résine de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple. Qu'elle n'ait pas à se réveiller la nuit pour aller crever les bulles. Exactement, donc elle trouve des solutions qui permettent de travailler beaucoup plus vite, et surtout finalement que le site rapporte un peu d'argent aussi, parce que je ne pense pas que c'était très rentable au départ, quoi. Voilà, et donc on travaille les soirs et les week-ends. D'accord. Ça veut dire que c'était difficile de concilier la vie de famille et et les vies professionnelles. Il y en a 3 en fait. Il y a la tienne, il y a celle de Dorothée, et puis il y a la commune, c'est-à-dire le projet Happy Bull. C'est pas facile. Alors, non seulement c'est pas facile. Et puis, où est-ce que vous faisiez ça? Dans votre garage? On faisait ça dans notre salon. Ouais. Ensuite, on faisait ça dans notre salon plus notre bureau. Ça prenait des proportions assez folles. Si tu veux, 2012, c'était gérable. Et à la fin de 2012. Mais 2013. C'est quoi à la fin de 2012? Vous avez fait quel chiffre d'affaires? Tu me disais 2000 € en un mois et après, c'est quoi l'ordre de grandeur fin 2012? Alors, 2012, on a fait 10 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, avec un panier moyen à l'époque qui devait être d'environ 35 €. Donc, je te laisse faire le calcul pour le nombre de produits. T'as fait à peu près 300 commandes. Ouais, peut-être, voilà. Ce qui est sûr, c'est que déjà, je te garantis que quand le soir, tu as couché tes enfants qui sont en bas âge et qui reviennent te déranger parce qu'ils veulent boire de l'eau, parce qu'ils ont fait pipi au lit, etc., que tu as tes commandes à faire et que le lendemain tu bosses, c'est compliqué. Ouais, j'imagine. Mais alors en 2013, on a fait donc 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, c'est devenu dément. C'est-à-dire que c'était... toujours avec le même matériel, toujours avec les mêmes process. Alors, nouveau matériel. Dorothée, toujours ultra entrepreneuse dans l'âme. Et donc ça, c'est l'histoire un petit peu incroyable. Dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse je ne sais pas si on peut appeler ça un pivot, mais il faut absolument qu'on trouve autre chose que la résine. La résine, c'est chronophage, c'est pas rentable, etc. Donc elle a l'idée de graver les dessins des enfants sur des bijoux, des médailles en argent ou en plaqué or. Et donc elle fait appel à un prestataire. Et le prestataire, si tu veux, oublie un peu nous donne accès, on apprend comme ça fortuitement la marque de la machine avec laquelle il grave, et puis il laisse les références de son fournisseur sur les emballages des médailles, quoi. Très vite, Dorothée me dit, arrête, de toute façon il grave mal, etc., on va graver nous-mêmes. On va acheter une machine, et puis le fournisseur, c'est pas dur, il est marqué sur les emballages. Là, vous avez créé votre entreprise, juridiquement parlant. Vous aviez déposé un statut, c'était... Non, pas encore. Là, c'était une auto-entreprise. Ok. C'était une auto-entreprise. Donc pareil, conseil du board, tu vois, voilà, est-ce qu'on investit? Donc la machine, c'était quand même 7 000 €. Ah oui. Donc là, on rentrait vraiment... bref, moi je voyais bien que le site était en croissance exponentielle. Même, on était sur des mini chiffres, mais la croissance exponentielle était là. Donc on fonce, on achète cette machine. Et là, c'est beaucoup plus facile de produire des commandes, puisque c'est un peu comme une imprimante.
Donc on avait un travail à nous de retraitement graphique de chacun des dessins d'enfants. Ça, c'est un travail manuel. Le retraitement graphique, oui. Sur Photoshop, il fallait récupérer le tracé du dessin de l'enfant pour ensuite le mettre sur un gabarit, un fichier que la machine va pouvoir graver. Voilà. Et Fête des Mères 2013. Attends, parce que j'ai les images en tête. Voilà, hier, il y a eu un reportage sur TF1 sur Happy Bull, donc j'ai les images en tête. À l'audio, on les a pas. Un type de bijou, arrête-moi si je me trompe, que j'ai retenu dans le reportage que j'ai vu, c'est par exemple un cœur, donc tout plat, doré, qui doit faire 1,5 cm de long. Enfin, je sais pas, voilà, c'est l'idée que j'ai. Et dessus, la machine regrave le dessin qui a été produit par l'enfant. Par exemple, le dessin qu'un enfant a fait sur la plage, la maman le prend en photo, a envoyé la photo sur le site, et c'est justement les traits principaux de ce dessin qui sont reproduits sur une médaille en forme de cœur. C'est exactement ça. Donc il y a 2 étapes. D'abord, on récupère la photo du dessin de l'enfant que le client nous envoie quand il personnalise son bijou. Sur Photoshop, on récupère le tracé, on ne le dénature pas, il est tel quel, on n'altère pas du tout, on n'intervient pas, on récupère le tracé tel qu'il est. Si c'est un gribouillis, on gravera un gribouillis, mais la plupart du temps, c'est de jolis petits dessins. Et ensuite, effectivement, ce sont des médailles classiques, ce sont des bijoux intemporels, des bracelets qui sont confectionnés avec un cordon, ou alors des pendentifs qui sont portés en pendentifs donc, mais ce sont des médailles rondes très très simples ou en forme de cœur qui sont des disques de 1 cm, 1,5 cm ou 2 cm selon la taille de la médaille, et donc on vient graver sur la surface exactement, reproduire à l'identique le dessin de l'enfant. Ce sont des machines qui gravent en haute définition, chaque point est un pixel. Pour la petite histoire, ces machines ne sont pas censées fonctionner comme cela. Alors, on revient sur la machine. C'était juste pour bien que les personnes qui nous écoutent comprennent le produit. Revenons justement sur l'achat de cette machine, 7 000 €. Vous réinternalisez la production, voilà. Et vous exit le prestat qui travaillait pour vous, dont le résultat vous donnait pas entière satisfaction. Vous avez cette machine, il faut apprendre à s'en servir parce que c'est pas tout de l'avoir. Raconte-nous comment ça se passe. Alors, je peux t'en parler. Donc le prestataire qui nous gravait les bijoux, on n'était pas satisfait. On trouvait que la gravure était trop superficielle. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, la gravure allait s'altérer dans le temps, peut-être disparaître à cause des rayures naturelles, des frottements, etc. Donc on a investi dans cette machine et on a appris à s'en servir. Donc il y a plein de paramètres. Donc c'est un graveur diamant. Donc c'est une pointe diamant qui vient percuter la surface de la machine. Donc cette machine à l'origine, elle sert pas vraiment à faire ça. Normalement, elle sert. C'est quoi, ouais. En fait, elle sert surtout à graver des prénoms. D'accord. Donc le Mais diamant. bien sur une surface équivalente. Le diamant. Donc elle sert à graver des prénoms sur des médailles. Donc le diamant vient s'appuyer sur la surface de la médaille. Et tire un trait. Et exactement, il raye la surface de la médaille d'un seul trait. Nous, on lui a dit à la machine, tu vas pas faire ça, tu vas venir reproduire un motif, mais pour reproduire ce motif, on veut fonctionner en pixels. Donc tu vas venir faire une percussion, un impact pour un pixel. Et donc comme ça, on va reproduire très fidèlement le dessin de l'enfant. Le problème de cela, c'est que la gravure est très longue. Donc pour une gravure, si tu veux, c'est entre 5 et 10 minutes pour une médaille. Donc au début, quand tu n'as pas trop de commandes, ça va. Enfin, quand tu es seul chez toi et que tu vas faire justement cette année-là 1000 commandes, là, ça devient un petit peu compliqué. Et donc, voilà, je ne sais pas si j'ai donné assez d'informations sur la machine aussi. Très bien. Et comment, en fait, tu as appris à l'utiliser, à la paramétrer ? Alors, avec Dorothée, déjà, il y a le fournisseur de la machine qui nous a appris à nous en servir, qui nous a appris les différents réglages, la profondeur d'impact, la butée, le centrage aussi, les calibrages, etc. Parce que l'idée, c'est que sur une médaille, tout doit être parfait. Si par exemple l'enfant fait un cercle et qu'on grave un cercle sur une médaille,
Si c'est des accès, on va le voir immédiatement. Voilà. Donc on était très exigeants. Donc on faisait en sorte surtout de graver très profondément. C'est vraiment notre marque de fabrique. On a une gravure qui est inaltérable dans le temps. C'est pas juste en surface, c'est pas non, rayé comme tu disais tout à l'heure, c'est profond. Ouais. Et ça reste dans le temps. Alors attends, dis-moi. Donc là, tu es en train de nous décrire la mise en place organisationnelle, enfin de production pour 2013. Toi, tu es chez Cultura. Ta femme, elle est toujours au CHU en 2013. Exactement. Et le soir, finalement, sur l'année 2013, vous avez 1000 commandes réparties dans l'année, avec des points. Hein, tu me disais avant qu'on enregistre, globalement, tu as la fête des mères, des pères en mai, et puis tu as Noël, quoi. Hein, c'est les grands temps de l'année pour lesquels vous fabriquez. Donc ça veut dire que vous avez à fournir plus d'efforts en mai, plus d'efforts en novembre, décembre. Et que le reste de l'année c'est plus cool, c'est comme ça qu'on peut comprendre que aussi vous arrivez à mettre un coup de collier à un moment et puis mais parce que vous savez que derrière ça va retomber un peu et que vous pouvez retrouver une forme d'organisation familiale si tu veux, c'est ça, un peu normale, c'est ça. Et donc en fait sur ces 2 temps forts de l'année, une saisonnalité qui est très marquée, qui est extrême, vous arrivez à produire 1000 commandes. Voilà. 1000 commandes, vous avez la machine qui est dans le salon. Voilà. Les paquets qu'on emballe dans le bureau et au milieu il y a les enfants qui courent et on essaye de prendre quelque chose, une tasse de café dans la cuisine au passage. C'est un peu ça, je schématise volontairement. Non mais c'est exactement ça, si tu veux. On a un studio Packshot. Donc une petite box Packshot, tu vois, voilà. On a 2 gros PC très très puissants, parce que moi j'étais graphiste à l'époque, donc je voulais vraiment qu'on travaille avec un grand confort, donc en dual screen, machin, etc. Il fallait donc administrer le site, il fallait aussi faire tous les traitements graphiques de toutes les commandes de nos clients. Donc là concrètement, attends, là-dessus, tu reçois le fichier, donc le client upload sur votre site internet le dessin de son enfant, il choisit le modèle de médaille par exemple sur lequel il veut que son dessin soit gravé, et là vous recevez ça. Donc ça arrive dans ton back-office, tu reçois ça, tout est manuel dans le traitement qui suit. Alors à l'époque on était toujours sur ce fameux CMS que Dorothée avait mis en ligne, c'était assez archaïque. Donc on récupérait le fichier qui nous était envoyé automatiquement via un formulaire par mail. Voilà, il fallait effectivement changer les statuts, des commandes à la main, etc. Et puis, voilà, c'était vraiment une plateforme vraiment archaïque, quoi. Et la machine, elle était connectée avec ton ordinateur? Pas du tout. Non. Alors attends, mais comment tu fais? Non, mais si. Elle était connectée avec l'ordinateur, mais pas connectée avec le site. Voilà. Non, mais ça veut dire que tu reçois, tu fais ton traitement manuel. Voilà. C'est quoi? C'est sur le logiciel? C'est sur Photoshop? C'est sur le logiciel? On fait le traitement graphique sur Photoshop pour avoir de bons outils pour bien extraire le tracé. Là, tu as un fichier source. Tu obtiens un fichier source. Voilà, là, on récupère le vecteur. En fait. Le vecteur du tracé, parce qu'on va pouvoir ensuite on va devoir le mettre en haute résolution. Donc, on va l'agrandir. Donc, il faut que ce soit un vecteur. Ensuite, on le met sur un gabarit et on exporte ça à un format particulier pour que la machine puisse le lire. Donc là, cette exportation, c'est-à-dire l'envoyer dans le logiciel de la machine. Exactement. Pour impression. Exactement. Okay. Voilà. C'est de la gravure assistée par ordinateur. Ça, c'est pendant l'année 2013. Tu finis l'année 2013 avec 3000 commandes. Alors, je fais une parenthèse, commandes. Juste pour situer, en 2013, c'est la naissance de notre 3e enfant. Ah oui, tu avais oublié de raconter que c'était pas assez simple. Voilà. Hein, j'ai 3 boulots, 2 enfants, donc il manque un 3e enfant. Voilà, exactement. Donc si tu veux, mai-juin, donc c'est pour que tu aies une idée, mai-juin, novembre et décembre, c'est 60% de notre chiffre d'affaires sur 4 mois. Okay, mai-juin de cette année-là, c'était l'enfer. Ça craquait de partout, on n'arrivait pas à suivre, on n'arrivait pas à travailler, il fallait qu'on travaille la nuit, on était crevés. Dorothée était enceinte jusqu'au cou. Elle a travaillé pour Happy Bull, fait des commandes, expédié des commandes jusqu'au dernier jour. Et ensuite, elle n'a pas eu de congé maternité, quoi. Elle n'a pas pu se reposer. Donc, un énorme sacrifice pour Dorothée, dont le souvenir est toujours douloureux à l'heure actuelle. Mais ça a été vraiment fou. À cette époque-là, moi, fin 2012, j'avais écrit un BP. Et j'avais dit, 2013, 2014, 2015, 2017, 1,5 million. Elle était morte de rire. Elle m'a dit, mais jamais on fait 1,5 million, mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Là, tu accélères un petit peu, mais donc en fait, votre enfant, votre fille, la 3e née en 2013,
Elle naît à quelle époque de l'année? Elle naît le 26 juin. Ok, donc juste après le show. En pleine fête des pères. En pleine fête des pères, Ouais, ok. en pleine fête des pères. Donc à Noël, l'autre période chaude de l'année, finalement, vous avez un bébé qui a 6 mois dans les bras, donc un nourrisson encore, et vous gérez ça. 2014, il n'y a pas un petit changement qui se passe quand même, en là, fait, parce que ça devient un peu si je te un parle peu du compliqué. BP, c'est parce que du coup, ce BP, je lui montre et je lui dis, écoute, Dorothée, parce qu'elle pleurait. Mais tu lui remontes après. Je lui montre à la fin, quand notre petite troisième est née, je lui montre le BP, je lui dis, écoute, Voilà ce que j'ai prévu franchement, pour toi. non mais voilà, il faut avoir confiance dans ce business, d'accord? Il explose. Donc, tu prends ton congé maternité, tu démissionnes de CHU. l'hôpital, Ouais. voilà, et ça va bien se passer. Et si on fait un bon Noël, à ce moment-là, je démissionne aussi et je te rejoins. Donc, alors, le problème, c'est que ce Noël-là, nous, on avait lancé des travaux, donc on avait déménagé, il y avait des travaux dans notre maison, donc la petite dernière, tu vois le truc. Donc Noël, on prend Noël sur la tronche, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et donc, on arrive à survivre à ça. Et là, on se dit, 2014, c'est parti. On quitte tout, on plaque tout. Donc vous le plaquez en même temps ou elle avait écouté ton conseil? Elle avait écouté mon conseil, donc elle avait démissionné pendant fin 2013. Ça a dû descendre un peu en pression pour elle quand même, le fait qu'elle se dise j'ai plus à devoir faire quelque chose pour le CHU, je suis pour ma famille et pour mon business. Non. Alors, descendre en pression, disons que comment dire, elle disposait de davantage de temps. Le seul truc, c'est que ça faisait quand même le risque était énorme, si tu veux. On avait quand même 3 enfants, des crédits, un site qui avait fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Elle démissionne. Alors, comment va-t-elle se rémunérer? Moi, en janvier, je la rejoins. Donc en janvier 2014. En janvier 2014, je la rejoins, on crée une SARL. Et on a un site qui a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires et on est 2. On crame toutes nos économies, on hypothèque la maison et on fonde la société Happy Corp qui exploite le site Happy Bull. Voilà. Donc là, vous mettez en fait vos capitaux dans la société. Exactement. On vit sur nos économies. On ne se rémunère pas, on vit sur nos économies. Mais la société est rentable, c'est-à-dire qu'en fait, elle gagne de l'argent. Et cet argent, on le réinvestit immédiatement. Voilà. Donc on a pris immédiatement des bureaux, on s'est installé. On a investi dans une deuxième machine à graver et on a très vite recruté un CDD, puis qu'on a transformé en CDI. Et donc, c'était qui? C'était pour faire quoi, je veux dire? C'était quel besoin? Alors, le CDD, le besoin, c'était le traitement graphique. Voilà. Parce que le traitement graphique du dessin est très chronophage. Donc voilà, il fallait les traiter un petit peu à la chaîne, etc. Et puis les graver. Moi, à ce moment-là, ce qui s'est passé de majeur à ce moment-là, outre la création de la SARL, le fait qu'on ait démissionné, c'est qu'on est passé sur un PrestaShop. Voilà. On a rencontré un formidable développeur. En fait, à Happy Bull, c'est une aventure humaine incroyable parce qu'on a travaillé avec des gens fantastiques et la plupart du temps, des gens qu'on n'a jamais rencontrés physiquement. Donc, je vais t'en parler plus tard. Mais Steven, le développeur que j'ai rencontré sur Internet, qui a permis donc de créer le site Happy Bull moderne, pas tel qu'il est aujourd'hui, mais en tout cas les versions précédentes. On a travaillé donc avec cette personne à distance et on a mis sur pattes un PrestaShop performant, très didactique, voilà. Donc 2014, tu as enfin un outil front qui fonctionne bien. Exactement. Tu as un catalogue produit qui commence à bien tenir la route. Voilà, on a un beau catalogue qu'on ne cesse d'enrichir avec des nouveautés et surtout, on travaille de façon très poussée le SEO. Donc très vite. Et là, c'est le recrutement. Tu recrutes tes clients comme ça avec le SEO. Voilà, exactement. Donc tu fais pas de paid, hein, tu fais pas de SEA. Donc, rien. C'est le coût d'acquisition est nul. Ouais. Et tu as un beau taux de transfo. Le taux de conversion, là, il est bon. On a un taux de conversion qui est incroyable. On a un taux de conversion dès le début. Dès le début. Dès le début. Tu as modernisé ton front, ton catalogue produit. Ouais. En 2014, comment tu fais c'est toujours la même façon, le lien avec les machines qui produisent, c'est-à-dire qu'il y a un traitement manuel, un retraitement manuel, et ensuite un fichier qui manuellement est envoyé dans les machines pour gravage. C'est comme ça? C'est exactement ça. Et vous finissez donc avec cette organisation, ces premiers recrutements l'année 2014, avec combien de commandes ou combien de chiffre d'affaires?
On finit avec le panier moyen augmente sensiblement, puisqu'on est passé donc sur des bijoux maintenant en argent et en plaqué or. Donc le panier moyen est d'environ 45 euros. Et on finit avec 60 000 euros de chiffre d'affaires. Donc vous doublez. On double. On double. On double sans rien faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas investi un centime en acquisition de trafic, ça double tout seul. Donc tu finis 2014 à 60 000 euros. 60 000 euros. 2015, 2016, 2017, qu'est-ce qui se passe? J'accélère un peu parce que tout à l'heure tu me disais il y a un BP que j'ai fait en 2012 qui me mettait à 1,5 million en 2017. Entre votre engagement complet à Dorothée et toi dans cette année 2014 jusqu'à 2017, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Raconte. Bah écoute, on a les mains libres. C'est notre bébé, on y croit. Donc en fait, on est des orfèvres. C'est-à-dire qu'on consacre un soin infini à la création des fiches produits. On fait tout dans le détail. Le SEO dans les règles de l'art. On investit beaucoup de temps, des visuels le plus qualitatifs possible. Il faut que le client se pose pratiquement pas de questions, qu'il ait des réponses à tous sur le site. Mon expérience e-commerce m'aide beaucoup à ce moment-là. Dorothée, elle, fait en sorte que le catalogue lance de nouvelles créations en permanence et surtout met sur pied les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, qui seront des caisses de résonance. En fait, il y a une dimension affective qui est incroyable dans nos produits. Ouais, j'y comprends, voilà. Et donc, les mamans ont besoin de venir témoigner. Elles ont besoin de nous remercier. C'est incroyable. Donc, on met en place un livre d'or sur les réseaux sociaux. Ça partage énormément. Donc, il y a une espèce de viralité qui se met en place et sur laquelle on surfe. Donc 2014, voilà, on est sur tous les fronts en même temps pour se développer, pour d'emblée créer une image de marque crédible, un site professionnel et comment dire à 4 épingles, et derrière sortir des bijoux d'une simplicité, d'une grande simplicité, mais d'une grande perfection. Donc on est tout de suite, on a trouvé un fournisseur incroyable qui a fait de gros efforts pour que nous livrer des médailles. C'est nous qui créions tout, donc la dimension des médailles, leur épaisseur, leurs caractéristiques techniques, les bélières et tout ça. Donc en fait, vous concentrez vos investissements sur le produit, sur l'exécution. Exactement. Sur la qualité du produit. Exactement. Et la satisfaction des clients. En 2017, tu y es à ton BP? Donc carrément, ouais. Tu finis 2017 avec 1,5 million. Bah attends, je vais le recompter dans ma tête, mais si tu veux, on a fait 2014 60 000, 2015 215, 2016 600 000 et 2017 1,5 million. Exactement. Incroyable. Incroyable. Tu sais que l'histoire que tu racontes, elle est incroyable. Quel entrepreneur a réussi à respecter son BP 5 ans après? Non mais c'est dingue. C'est juste dingue. T'en connais qui te raconte ça? Mais tous les gens doivent te dire, mais comment t'as fait? Non mais j'en sais rien, mais ce que je veux dire c'est que je suis le premier surpris, mais Dorothée encore aujourd'hui, quand on se remémore le moment où je lui ai montré mon BP en 2013, voilà, c'était juste incroyable en fait. Et alors, ah oui, ça c'est juste incroyable. En 2017, il y a combien de personnes qui travaillent dans l'entreprise? En 2017, alors déjà, c'est pas 1,5 million. Pardon, non, je réfléchis. C'était 1,2 million. Ouais, bon, on l'a presque atteint. Ouais. On l'a presque atteint. Tu me demandais combien de personnes en 2017? Fin 2017, là. Tu fais 1,2 million, fin 2017, il y a combien de personnes dans l'entreprise? Tu vas un tout petit peu vite. Alors 2017, je ne sais plus trop. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on a investi dans un graveur laser en 2016. C'est assez important. Donne, parce qu'en fait, tu as modernisé quand même l'outil. Est-ce que tu as digitalisé des processus entre 2014-2017? Est-ce qu'aujourd'hui, toujours, tu as besoin de rentrer à la mano comme tu le faisais en 2014? Non. Là, en fait, on est c'est un terme très galvaudé, mais l'excellence opérationnelle. Mais comme je te disais tout à l'heure, nous, ce qu'on recherche, c'est la simplicité dans nos produits, mais dans nos process aussi. Donc, on veut des choses qui soient limpides, qui soient simples à mettre en œuvre. On déteste les usines à gaz, on déteste la dispersion. Tout ce qui peut être processisé, industrialisé, automatisé, au fur et à mesure de nos moyens et du temps qu'on y consacre. Mais aujourd'hui, voilà, on a un outil de production qui est incroyable. Donc là, tu as une machine laser. En 2016, effectivement, Dorothée me dit,
écoute, on va lancer de nouvelles gammes de bijoux et d'accessoires. On va graver sur du bois, sur du plexiglas, sur d'autres matériaux. Donc elle me propose d'acheter une machine. Là, par contre, c'est pas 7 000 euros, c'était 30 000 euros. D'accord. Comme d'habitude, elle me refait le même coup, quoi. Donc j'ai dit putain, 30 000 euros, c'est quand même énorme. Là, par contre, on prend des risques. On était en fin 2015, elle me parle de ça. Je dis on est trop petit, on peut pas. Donc c'était un crédit bail. Je lui demande je la challenge, je me dis écoute, ça va nous rapporter quoi, quelle part de chiffre d'affaires en plus, etc. Bref, elle me, elle me concocte un truc, on en parle et donc parce que bref, et je dis oui. Voilà, je dis oui, donc on investit sur cette machine et c'est fantastique qu'on l'ait fait parce que par rapport à d'autres sites qui personnalisent des bijoux en gravant sur des médailles en argent, etc. Nous aujourd'hui, on a toute une gamme d'accessoires, de porte-clés, en bois, que l'on découpe nous-mêmes à la forme que l'on veut et que l'on grave ensuite. Donc il y a tout un pan de notre catalogue produit aujourd'hui qui est très original et que personne d'autre n'a. Et le laser, c'est uniquement pour les supports qui sont différents de l'argent et de l'or ou tu peux aussi graver au laser sur l'argent et l'or? Non, les graveurs laser que l'on a gravent uniquement sur les matériaux organiques. D'accord. Donc le bois, le plexiglas, le cuir. On peut graver sur du savon, sur des Du bougies. verre. On peut graver sur du verre, exactement. Ouais. D'accord. Donc ça vous permet en fait d'élargir votre gamme. Et quand vous recevez les dessins des enfants, vous arrivez à fluidifier justement le parcours pour retirer des étapes manuelles jusqu'à la machine. Alors, on a tout de suite compris, en fait, si tu veux, que l'externalisation était vraiment un enjeu énorme dans différents autres domaines, notamment le traitement graphique des dessins de nos clients. Internaliser ça avec la saisonnalité, le fait qu'il faille passer, par exemple, à Noël, là, Noël qui vient juste de passer, on avait une équipe de 16 graphistes qui travaillaient pour nous. En période creuse, ils sont 3 ou 4. D'accord ? Ça, en interne, c'était la mort. Donc, il y a eu, en 2015, de grands pas de franchis. L'un, en créant de toutes pièces une entreprise externe à Picorp, c'est-à-dire, en fait, on a accompagné 2 jeunes qui ont voulu se lancer et qui ont créé leur entreprise à eux. Donc ils faisaient de la retouche pour nous en tant qu'auto-entrepreneurs. Ensuite, ils ont créé leur propre entreprise et donc ils ont continué à faire de la retouche pour nous. Donc ils sont devenus des professionnels, voilà, avec qui on travaille donc maintenant depuis 2015 et qui retouchent toutes nos photos. Donc si on avait dû internaliser ça, on serait mort. Voilà, ça n'aurait pas été D'accord, rentable. donc il y a toujours un process qui est finalement manuel. Alors, effectivement, j'ai réussi à ne pas répondre à ta question. Par rapport à quoi ? Par rapport au traitement ? Ouais, le fait de recevoir le fichier, de le traiter, jusqu'à ce qu'il arrive dans la machine. Exactement, ouais. En fait, c'est quand même de l'artisanat, quoi. Si tu veux. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, on est un C'est peu... important de bien comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Tout n'est pas miraculeux quand on est sur Internet et Non. que derrière un bouton de checkout, il y a souvent des opérations qui sont très concrètes, des hommes et des femmes qui font concrètement les choses. Hein, c'est pour ça que ce podcast s'appelle les Digital Doers. Hein, c'est qu'il y a bien quelque chose de concret qui est fait. 2017, il y a quand même un grand palier qui est franchi. Ça va faire un peu plus de 2 ans, là on est en 2020, début 2020. Raconte-nous la suite de l'histoire là, entre 2017 et 2020. Alors, rapidement, donc ça, grand pas de franchi en externalisant le traitement graphique. Donc oui, en fait, on est un artisan, on est un pur player. On est complètement, je pense, assez doué pour le e-commerce, mais à côté de ça, c'est de l'artisanat. On a rencontré un prestataire, une agence qui fait de l'acquisition de trafic, un digital nomade qui est basé à Bali, que j'ai jamais rencontré physiquement, lui encore, qui nous a fait exploser. Puisque c'est une agence, en fait c'est le patron et son associé. Tu peux lui donner son nom aussi. Alors c'est l'agence Akero. Akero. Voilà, c'est François et Polo qui s'occupent de nous depuis Bali. On ne s'est jamais rencontrés physiquement, on travaille main dans la main tous les jours maintenant depuis 2015. Ce sont des orfèvres aussi. Donc ils nous font des campagnes fantastiques.
On a un retour sur investissement qui est merveilleux. Donc voilà, ça nous a complètement boosté. C'est ça aussi qui nous a permis d'atteindre les objectifs. Et après, surtout, c'est l'humain, c'est-à-dire qu'on s'est petit à petit, au fil des ans, entouré de collaborateurs fantastiques. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, tu as combien de personnes ? On a une équipe de 10 personnes, Mm-hmm. composée d'un directeur des opérations, qui pilote, on va dire, à 360 un petit peu toute l'entreprise, à l'exception de la partie technique, puisqu'il y a un directeur technique aussi. Donc c'est Thomas et Thierry, l'un et l'autre. Et ensuite, on a un atelier, donc avec 2 responsables ateliers, une responsable sur la partie gravure et stock et une responsable sur la partie expédition et contrôle qualité. On a un service client, donc là c'est Marion et Audrey. On a un service client avec une responsable service client qui s'appelle Delphine. Voilà, et on a une responsable marketing qui s'appelle Audrey. Et bien sûr, nos historiques qui sont là depuis le début et qui prennent soin des commandes de nos clients et qui sont à la gravure, donc Charlotte et Méline. Voilà une équipe de 10 personnes, très structurée, un fonctionnement, on va dire, optimal. Et fin 2019, on est resté là-dessus sur le chiffre d'affaires globalement. Tu as continué à doubler là, à chaque fois. T'en es où fin 2019 ? Alors, on a fait 1,2 million en 2017, on a fait 2,2 millions en 2018 et on vient de faire 3 millions. Ben, bravo. Voilà. Bravo. Donc là, aujourd'hui, c'est 3 millions. C'est quoi le challenge pour 2020 ? Alors, le challenge, en fait, aujourd'hui, si tu veux, on a une certaine notoriété. Bon, on est passé sur TF1 hier soir, comme tu as pu le voir, donc ça, c'est assez extraordinaire. Nous, on n'a pas vraiment de... on a l'ambition de faire office de référence pour la personnalisation de bijoux en ligne. Voilà, on a un concept unique. Aujourd'hui, on n'est toujours pas copié. Donc on est les seuls à proposer ça. Donc on est les seuls à proposer vraiment la personnalisation de bijoux, mais vraiment à l'extrême en fait. Chacun peut personnaliser avec le dessin qu'il a envie, y compris le dessin de ses enfants évidemment, ou même des textes, etc. Donc on veut vraiment installer aujourd'hui notre marque comme travailler sur la notoriété et s'imposer comme la référence en ligne. Et on a traduit le site en anglais, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc, on aborde le marché UK avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance aussi, puisque, pareil, en UK, on n'a pas de concurrent, en tout cas, sur ce concept-là. Voilà, on vient de faire traduire le site dans les règles de l'art et on va commencer à acheter du trafic là prochainement, d'ici la fin du mois. Très bien. Donc là, en 2020, des enjeux internationaux. Voilà, alors internationaux, ouais, le mot est fait un peu, mais oui, c'est ça. C'est l'ouverture à l'international. Exactement. Les premières ventes cross-border qui ne sont pas faites par des Belges francophones ou des Suisses francophones. Exactement. Donc c'est le vrai cross-border avec un focus sur un pays et les moyens qui sont déployés pour pouvoir justement répondre à ce marché, adresser correctement ce marché. Donc c'est quand même un beau challenge. Je sais de quoi je parle. Et donc, ça veut dire quoi ? Alors, à la fin de l'année, vous passez les 4 millions d'euros ? Alors, on passe les 4 millions d'euros à la fin de l'année, ça c'est quasiment une certitude. Au moment où je te parle, on a sur on finit le mois de janvier à plus 45. Donc on est toujours sur une très belle croissance. Je pense que l'internationalisation va être un vrai relais de croissance, puisque même si on s'est mis d'accord avec Polo et François, donc l'entreprise, l'agence Akero, de travailler sur des campagnes avec un retour sur investissement, on veut être rentable immédiatement. Chez Happy Bull, on est rentable depuis le début. On ne fait que des choses qui sont rentables. On ne fait pas de la croissance à tout prix en fait. Et vous n'avez jamais ouvert le capital ? Jamais. Vous êtes toujours sur fonds propres. Sur nos fonds propres. Un développement comme ça sur fonds propres. Exactement. Bravo. Exactement. Bravo. C'est très beau. Alors attends, tu me parlais quand même, et c'est la question un peu d'ouverture sur la fin de cette interview. On en parlait avant l'enregistrement. L'Inter qui est inscrit au programme et puis l'ouverture du UK qui va intervenir bientôt et puis je te souhaite de continuer sur d'autres destinations par la suite. Les sujets RSE, les sujets développement durable, les sujets écologiques, je sais, parce que tu me l'as dit, que ce sont des enjeux dont vous vous êtes déjà saisi. Raconte-nous un peu ce que c'est chez Happy Bull.
Bon, s'il y a un phénomène de mode, greenwashing, je crois que ça s'appelle, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on est tous, comme tu le sais, là, je crois qu'on a entendu que c'était le mois de janvier le plus chaud jamais vécu sur Terre. Oui, ça nous préoccupe beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on fait ces chiffres d'affaires-là qui sont, on peut dire très modeste, mais aussi on peut dire très important, mais on est quand même une entreprise assez artisanale, on a 3 enfants, donc on essaie de faire de notre mieux, des choses, des petits gestes simples. Comme je te le disais, on a éliminé les gobelets en plastique, on a tous des gourdes. On trie, on fait de gros efforts pour vraiment trier très convenablement tous les déchets de l'entreprise. Surtout, on a agi très fortement auprès de nos fournisseurs pour éviter le suremballage. Donc il y a beaucoup de suremballage dans la profession du bijou, puisque chaque médaille est emballée à l'excès. Vas-y, décris-nous l'emballage, tu me l'as décrit tout à l'heure. C'est incroyable, mais en fait, normalement. En fait, les médailles, on met tellement la pression sur nos fournisseurs pour que les médailles soient irréprochables, donc qu'il n'y ait pas de rayures, qu'il n'y ait pas d'impact, qu'il n'y ait pas de taches, qu'elles sont livrées, donc filmées dans un film plastique, puis emballées dans un petit papier de soie, puis mises à l'unité dans un sachet. D'accord ? Donc on travaille avec nos fournisseurs pour qu'ils nous livrent les médailles sous vide, les unes contre les autres, dans un sachet. Donc le fait de les mettre sous vide, ça fait qu'elles ne bougent pas les unes contre les autres, donc elles ne se rayent pas. Voilà, donc on évite le suremballage de ce côté-là. Au niveau par exemple des boîtes cadeaux, donc les petites boîtes cloches, on va en écouler cette année 100 000. Chaque petite boîte cloche était livrée à la base dans un sachet plastique pour pas qu'elle soit abîmée. C'est une aberration, donc on a vu avec le fournisseur pour qu'il élimine ça. Voilà, on a aussi toute une gamme de bijoux en bambou. On a pris soin de s'assurer que c'était un bambou qui était issu d'une filière responsable. D'une filière responsable avec des plantations qui servent à ça, etc. Bon, voilà. Moi, j'ai envie de te dire bravo, parce que c'est vrai que vous êtes à 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, vous êtes plus petit. Alors, on ne peut pas dire que vous soyez petit. Sur le e-commerce, la FEVAD vient publier les chiffres, il y en a 190 000 des sites e-commerce en France. Tu peux me croire qu'en ayant entre 3 et 4 millions d'euros, tu fais partie, mais de loin, du haut du panier. Tu n'es pas du tout dans les plus petits. C'est juste pour recontextualiser la chose. Cependant, vous êtes encore une PME, exactement, une TPE. TPE, PME, vous êtes à cheval entre les deux. Est-ce que vous avez déjà entrepris en termes de... Parce que c'est très concret, ce que tu nous décris de réduction des emballages, s'assurer de la qualité d'une filière parmi les fournisseurs, c'est remarquable. C'est remarquable parce que peu le font déjà aussi bien. Il y a quelques entreprises qui le font, mais là, vous êtes plutôt hyper cohérent par rapport à vos valeurs et par rapport de plus en plus aux besoins et aux attentes du marché sur ces sujets-là. Donc vraiment bravo, et je vous encourage Dorothée et toi à continuer dans cette voie-là et à vous rapprocher de gens comme par exemple Fago, qui a un bilan carbone à 0. Fago, c'est des fringues, non? C'est ça? Ouais, j'ai entendu le podcast. Ouais. Écoute, de Nicolas Rohr, ça s'inscrit dans cette même dynamique, quoi. Donc bravo. Merci Jérôme, merci beaucoup d'avoir partagé toute cette aventure avec nous. Je te souhaite à toi et à Dorothée de continuer sur la même lancée. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours de plus nombreux. Pour faire connaître ce podcast, partagez-le autour de vous. Parlez-en à vos collègues, à vos amis. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire au travers du site lesdigitaldoers.com et m'envoyer un message auquel je répondrai avec plaisir. Merci et à bientôt. Au revoir.